Imaginez un instant un comédien dont l'humour a fini par être littéralement banni des antennes nationales, Ouais, banni carrément. perçu comme le symbole absolu d'une époque révolue, voire toxique, tu vois. Un homme dont le travail a été tellement rejeté par sa propre chaîne que certaines bandes maîtresses de ses émissions auraient été détruites. Détruite juste pour effacer toute trace de controverse, en fait. C'est fou. Et maintenant, essayez d'imaginer que cet homme comptait parmi ses plus grands admirateurs des légendes comme Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, oui. qui l'invitait dans son manoir suisse. Mhm. Et Michael Jackson aussi. Ah oui, Michael Jackson qui exigeait de le voir lors de ses tournées. Et exactement. Et même le rappeur Snoop Dogg. C'est une juxtaposition qui donne le vertige, honnêtement. Totalement. Comment on peut être à la fois adulé par les génies les plus intouchables de la culture pop mondiale et devenir simultanément le paria numéro 1 de la télévision dans son propre pays? D'accord. Décortiquons tout ça. Parce que c'est exactement l'objectif de notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Ouais, une grosse plongée dans les archives. On plonge dans une vraie montagne de documents. Des biographies ultra détaillées, des journaux de production des années 70, Des essais culturels récents aussi, et puis pas mal de documentaires d'investigation. et même des discussions sur des forums comme Reddit. L'idée ici, c'est de retracer l'ascension spectaculaire et la chute vraiment brutale de Bénil. Une brutalité inouïe, oui. Et l'idée, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas juste de faire une énième biographie. Non, non, pas du tout. C'est vraiment de comprendre la mécanique d'une obsolescence culturelle. Comment un mec qui rassemblait plus d'un tiers de la population britannique devant la télé en 71 a pu devenir inregardable quelques années plus tard. Bah, pour comprendre comment cette machine s'est cassée, il faut d'abord regarder comment elle a été construite, en fait. C'est clair. Et ce qui ressort des sources, c'est que l'humour d'Alfred Hawthorne Hill, qui deviendra Benny plus tard, ça ne sort pas de nulle part. C'est presque génétique. Génétique, oui, parce qu'il vient d'une lignée de la scène. Exactement. Son père et son grand-père, Henry, étaient des clowns de cirque. Ah, les clowns. D'accord. Ouais. Et il faut s'imaginer ce petit appartement familial à Southampton, situé juste au-dessus d'une boucherie. L'odeur devait être sympa. Tu m'étonnes, mais les biographes racontent que cet espace super exigu servait littéralement de laboratoire de comédie. Un laboratoire au-dessus des saucisses, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est là, enfant, qu'il apprenait la mécanique extrêmement précise de ce qu'on appelle le pratfall, l'art de la chute comique. Ouais, et un pratfall, pour préciser, ce n'est pas juste trébucher maladroitement, c'est une technique hyper exigeante. Très physique, ouais. On doit donner l'impression de s'écraser lamentablement au sol, tout en contrôlant chaque muscle pour ne pas se briser la nuque, quoi. Faut pas se rater, en effet. Il a absorbé tout ça très jeune. Mais ensuite, c'est la vraie vie qui a pris le relais. Il a travaillé comme livreur de lait. Ah oui, se levant à l'aube pour diriger une charrette à cheval. Une charrette à cheval, tu te rends compte? Une période qui, d'ailleurs, lui inspirera son incroyable tube musical, Ernie. Ah oui, Ernie Feli, numéro 1 des ventes des décennies plus tard. Incroyable. Mais le vrai déclic, on va pas se mentir, c'est la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Il est facté au projecteur anti-aérien pendant la guerre, mais il se retrouve très vite à devoir divertir les troupes. Et ça, c'est une école d'une sévérité absolue. Ah ben, quand vous êtes face à des centaines de soldats épuisés, terrifiés, qui veulent juste oublier l'enfer pendant 1 heure, T'as pas le temps pour des subtilités ou de longues mises en place. voilà, qui n'a pas le temps. Il faut frapper fort, vite et visuellement. Et c'est là-bas qu'il a développé un instinct de survie comique. Et ce qui est brillant, c'est ce qu'il fait de cet instinct quand la télévision commence à s'installer dans les foyers. Ouais, en 49. C'est ça. En 49, il fait ses débuts dans l'émission Music Hall. À l'époque, la télé naissante, c'est très statique. Très théâtral, en fait. Exactement. Les réalisateurs posent une grosse caméra devant une scène et ils filment des acteurs qui jouent comme s'ils étaient sur les planches. Mais Benny Hill, lui, comprend le médium tout de suite. Il capte l'essence du truc. C'est fou quand on y pense. C'était exactement la prose d'un créateur de contenu natif sur TikTok aujourd'hui. Ah, c'est une excellente comparaison, ouais. Pas vrai? Il a vu que cet écran dans le salon des gens, ça nécessitait une intimité et une frénésie que le théâtre ne permettait tout simplement pas. Il multipliait les changements de costumes à une vitesse folle. Ouais, des trucs très visuels. Il utilisait des effets visuels faits de briques et de broc, mais d'une efficacité redoutable. Et surtout, il brisait le quatrième mur en permanence. Le fameux regard caméra. Voilà, il regardait la caméra avec un petit sourire en coin, comme s'il partageait un secret exclusif avec le téléspectateur. Ce niveau d'interactivité, pour l'époque, c'était totalement inédit. Et ça a payé puisqu'il a été élu personnalité télévisuelle de l'année dès 54. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il n'a pas seulement adapté son humour à la télévision, il a littéralement inventé une grammaire télévisuelle hybride.
Une nouvelle façon de raconter des blagues, en fait. C'est ça. Il a posé les fondations de ce qui allait devenir son émission emblématique, lancée en 1955 sur la BBC. Et cette maîtrise, ce contrôle absolu de l'outil technique, ça va atteindre un niveau carrément industriel quand il passe sur la chaîne commerciale Thames Television à partir de 69. Ah, l'ère Thames Television. Là, on entre dans la stratosphère des audiences. Les chiffres sont tout simplement délirants. Ah ouais? Le 27 décembre 71, l'émission de Noël de Benny Hill attire 21,6 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. 21 millions. C'est juste dingo. Dans un pays de l'époque, ça veut dire que des rues entières étaient désertes parce que tout le monde regardait le même programme. C'était la messe, quoi. Et c'est là qu'on découvre un paradoxe majeur dans les journaux de bord de l'émission. Lequel? À l'écran, ça a l'air grivois, facile, presque improvisé par moments, mais en coulisses, C'était un bourreau de travail obsessionnel. À un niveau de micromanagement presque effrayant, d'après les sources. c'est clair, hein. Pour produire un seul épisode de 30 minutes, il exigeait 6 jours complets de tournage intense. 6 jours pour 30 minutes de blague. Ouais. Ouais, il contrôlait environ 95% de la production. Il écrivait les sketchs, il réalisait, il dirigeait les acteurs à la seconde près. Et surtout, il supervisait le montage. Le fameux montage, ouais. Et ça, parlons-en parce que c'est vraiment la clé de son succès mondial. Sa technique signature, c'est l'undercranking. Ouais, l'undercranking. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment ça fonctionnait techniquement? Parce que ça a l'air simple en regardant, mais ça demande une précision dingue. En fait, l'undercranking consiste à faire tourner la caméra à une cadence plus lente que la normale. Par exemple, 16 images par seconde au lieu de 24 ou 25. D'accord. Et quand on diffuse ensuite ce film à vitesse normale, l'action à l'écran s'accélère de manière frénétique. L'effet d'accélération comique classique. Voilà. Mais la grande difficulté, c'est que les acteurs doivent jouer leurs mouvements beaucoup plus lentement et de manière très exagérée pendant le tournage. Ah oui, sinon ça devient brouillon. Exactement. S'ils bougent normalement, à l'accélération, ça devient juste une bouillie visuelle incompréhensible. C'est pour ça que Benny Hill appelait ça de l'animation en direct. C'est très bien trouvé comme terme. Tout devait être chorégraphié au millimètre pour que l'effet comique soit parfait une fois accéléré. Et le tout évidemment rythmé par le légendaire morceau de saxophone. Yakety Sax. C'était imparable. D'ailleurs, cette technique visuelle a permis quelque chose d'inédit dans l'industrie. L'émission a été vendue dans plus de 90 pays. 90 pays, oui. Et elle a rapporté environ 100 millions de livres sterling à Thames Television. Une fortune? Mais il y a un truc qui m'interpelle toujours face à ces chiffres. L'humour de Benny Hill, c'est ce qu'on appelle au Royaume-Uni l'humour de la carte postale de bord de mer. Oui, très spécifique. C'est plein de double sens, d'allusions très britanniques, très ancrées dans une culture ouvrière d'après-guerre. Comment est-ce possible que ça cartonne autant au Japon, en Allemagne ou aux États-Unis, là où les codes culturels n'ont rien à voir? C'est justement parce qu'il a réussi à contourner la culture par le mouvement physique pur. Le slapstick? Le fameux slapstick, oui. La comédie physique, les grimaces, les courses-poursuites. Ça ne passe pas par le langage. Voilà, ça ne passe pas par le cortex linguistique du cerveau. Quand un petit homme chauve se fait tapoter le crâne en rythme, ou qu'un grand béné trébuche dans une poubelle, Pas besoin de sous-titres. exactement. La mécanique du rire est immédiate. Et pour que cela fonctionne, Benny Hill s'est entouré d'une troupe de second rôle absolument brillant. Des visages inoubliables, ouais. Il y avait Henry Maggie, par exemple. Ah oui, l'éternel homme sérieux, distingué et imperturbable au milieu du chaos. Et bien sûr Jackie Wright. Ce petit acteur irlandais chauve. Exactement. Il servait littéralement d'instrument de percussion comique. Sans oublier Bob Todd. Il formait une toile de fond parfaite pour que Benny Hill puisse exister et briller. Mais cette formule magique, qui transcendait les frontières et amassait des millions, elle reposait sur un équilibre très fragile en fait. Ouais, un équilibre avec les normes de son temps. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cet équilibre, il va voler en éclats au tournant des années 80. Les choses ont commencé à changer rapidement. Le Royaume-Uni traverse d'immenses bouleversements sous l'ère Thatcher. Le climat culturel se transforme complètement. Et c'est là qu'on voit l'explosion de ce qu'on appelle la alternative comédie. Porté par des jeunes comédiens issus des universités, comme Ben Elton par exemple. Une comédie beaucoup plus intellectuelle et très politisée, Et en même temps, le mouvement féministe s'affirme puissamment dans le débat public. ce qui était nécessaire. Tout à fait. Et soudainement, la formule Benny Hill ne semble plus juste, innocente ou ringarde. Elle commence à être perçue comme un symbole d'oppression.
Visuellement, l'émission avait aussi changé, tu vois, ce qui a accéléré cette rupture avec le public. Tu penses aux danseuses? Ouais, à la fin des années 70, Ben Hill a introduit les Hills Angels. C'était une troupe de danseuses. Avant ça, les femmes dans l'émission étaient souvent des actrices comiques qui participaient activement aux gags. Voilà. Mais avec les Angels, l'esthétique s'est transformée. La caméra s'est mise à s'attarder longuement sur les corps. Dans des chorégraphies qui empruntaient beaucoup à la culture des cabarets de l'époque. Et ça n'a pas tardé à faire réagir. Dès 81, de vraies protestations officielles ont éclaté. Ouais, les sources mentionnent notamment des groupes de femmes de la ville de Sheffield. Elles sont montées au créneau après un sketch très spécifique. Celui avec le cheval d'arçon? C'est ça. Le sketch montrait les danseuses en train de sauter au-dessus d'un cheval d'arçon, le tout filmé au ralenti. Et pour ces groupes, ce n'était plus de la comédie, c'était de la pure objectification. Et le coup de grâce idéologique est venu de la nouvelle garde humoristique. Ben Elton a attaqué l'émission de front en 87. Son argument était cinglant dans les médias, Il disait publiquement que ces sketchs, qui montraient inlassablement un vieux monsieur un peu pervers poursuivant des jeunes femmes dévêtues. exactement, il disait que ça normalisait le harcèlement de rue. Il allait même plus loin. Elton affirmait carrément qu'à cause de ce genre de banalisation télévisuelle, les femmes ne pouvaient plus se promener en sécurité dans les parcs publics à la nuit tombée. Méour était soudainement accusé d'avoir des conséquences graves dans le monde réel. Et c'est vraiment le cœur du clash culturel qu'on observe dans les documents. Ouais, D'un côté, on a ce mouvement féministe et cette nouvelle comédie qui disent, en gros, vous créez une culture du viol et du harcèlement. et de l'autre côté, il y a la défense acharnée d'une partie du public et des tabloïds, Comme The Sun, par exemple. qui voyaient dans ces attaques une forme de snobisme élitiste insupportable. Ils disaient en substance « arrêtez de suranalyser, c'est juste de la gaudriole de la classe ouvrière ». Mais Ben Hill lui-même, comment il vivait ça? Parce que j'ai l'impression qu'il ne comprenait pas du tout cette polémique. Pas du tout. Pour lui, la dynamique était claire. Dans tous ses sketchs, les hommes, et surtout son propre personnage, finissaient toujours par être les dindons de la farce. C'était eux, les figures ridicules. Voilà, pitoyables, qui finissaient à l'eau ou couverts de boue. Tandis que les femmes restaient intouchables, gardant le pouvoir de la situation. C'est comme ça qu'il le voyait. Il se considérait comme un clown inoffensif, pas comme un prédateur glorifié. Mais bon, peu importe ses intentions, au final, le décalage est devenu abyssal. Vraiment abyssal, oui. Les archives de l'année 89 montrent à quel point la machine tournait à vide. Il y a eu ces fameux sketchs, ces sketchs fatals. Le faux concours de beauté et la scène dans la clinique médicale. Si on les regarde aujourd'hui, le contraste avec ses débuts frénétiques est saisissant. Il n'y a presque plus de dialogue. Plus de gags verbaux pétillants non plus, seulement de très longs plans, lourds, subjectifs. Presque voyeur sur les actrices. L'espièglerie avait disparu, remplacée par une atmosphère que le public a trouvée franchement oppressante, voire glauque. Et la sanction a été immédiate et mesurable. Ces diffusions spécifiques ont déclenché l'envoi de 20 047 plaintes formelles à la chaîne. 20 000 plaintes en l'espace de 48 heures. À l'époque, avant les réseaux sociaux, réunir autant de plaintes écrites ou téléphoniques, c'était un séisme industriel absolu. Les sponsors ont pris peur, tu m'étonnes. Ils ont commencé à retirer leur budget du jour au lendemain. Si l'on relie cela au contexte global, le vocabulaire comique de Ben Hill, c'était purement et simplement épuisé. Ils parlaient une langue que la société de 89 ne voulait plus entendre. Ce qui nous précipite vers une conclusion d'une brutalité folle. Mais 89. Benny Hill revient tout juste du Festival de Cannes. Très détendu selon les témoins. Il entre dans les bureaux de Thames Télévision, s'attendant à une réunion de routine pour renouveler son contrat. Comme il le fait depuis 20 ans, quoi. Et là, John Howard Davis, le grand patron des divertissements, le regarde et le vire. Net. Sans la moindre cérémonie. Les justifications de la chaîne étaient froides et purement comptables. Ils ont donné 3 raisons majeures. Lesquelles? D'abord, bien que l'audience soit encore énorme, on parlait de 9,58 millions de fidèles. Ce qui est énorme aujourd'hui. Oui, mais elle était en chute constante par rapport au sommet du passé. Ensuite, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Chaque épisode de 30 minutes coûtait désormais la somme astronomique de 450 000 livres sterling. La vache. En grande partie à cause du temps de tournage exigé par Hill. Et enfin, le commentaire fatal de la direction, il trouvait que l'homme, je cite, avait l'air fatigué à l'écran. Mais attends, l'aspect le plus glaçant dans les sources, c'est ce qui se passe juste après le licenciement. Ouais, l'indemnité. Thames lui aurait versé une indemnité de départ de plus d'1 million de livres sterling, mais conditionnée à une clause de silence stricte. Un contrat de confidentialité, ouais.
Et surtout, il y a cette rumeur persistante et bien documentée, selon laquelle la chaîne aurait ordonné la destruction pure et simple des bandes maîtresses de cette dernière saison. Ouais, les master tapes de la saison controversée. Mais pourquoi aller jusque-là? C'était de la panique corporatiste pure face aux annonceurs ou une vraie purge idéologique pour effacer cette image de leur catalogue? Bah, c'est probablement un mélange des deux. La marque Time se voulait familiale et respectable, et Benny Hill était soudainement devenu radioactif pour eux. Donc le détruire métaphoriquement et physiquement, en effaçant les bandes, c'était une façon de se laver les mains aux yeux du nouveau public. Et des annonceurs, ouais, La suite de l'histoire ressemble à une tragédie grecque. Benny Hill se terre dans un petit appartement à Teddington. tout seul. Et là, je dois dire que face au document, il y a un truc qui ne colle pas du tout. On parle d'un homme dont la fortune personnelle est estimée à 7,5 millions de livres à ce moment-là. Il est riche à millions, c'est clair. Il continue d'être une star absolue aux États-Unis en syndication. Et pourtant, il vit dans une frugalité terrifiante, allant jusqu'à acheter de la nourriture en promotion. Pire que ça, sa santé se dégrade et il refuse de se faire soigner. Il refuse un pontage coronarien qui pourrait le sauver. Il refuse la dialyse aussi. Est-ce que c'est simplement le fait de perdre sa création qui l'a détruit? Un abandon psychologique total? C'est l'hypothèse centrale de tous ceux qui l'ont côtoyé à la fin. Benny Hill n'avait pas de famille proche. Pas de femme? Pas d'enfant? Rien. Son émission, c'était littéralement sa seule raison d'être au monde. Son seul canal de connexion avec l'humanité? Quand Thames lui a retiré ça, ils ne lui ont pas juste enlevé un travail, ils lui ont coupé son oxygène vital. Les millions en banque n'avaient absolument aucune valeur à ses yeux s'il ne pouvait plus tourner. Même s'il a essayé un petit tournage à New York en 91, ça n'a rien donné. Et la toute fin est d'une tristesse implacable. En avril 92, son ami et producteur Dennis Kirkland s'inquiète de ne plus réussir à le joindre, Il finit par escalader la façade de l'immeuble. pour regarder par la fenêtre de l'appartement. Et là, il découvre Benny Hill sans vie assis dans son fauteuil devant la télévision allumée. Mais le détail qui rend fou, c'est ce qui se trouvait sur la table du salon. Ouais, Au milieu d'une pile de courriers que le comédien n'avait même pas pris la peine d'ouvrir, il y avait un contrat officiel de Central TV une chaîne concurrente. qui lui proposait un retour triomphal à l'écran pour de nouvelles émissions. Ce contrat est arrivé dans sa boîte aux lettres le jour même de sa mort. Le timing est d'une ironie féroce, honnêtement. C'est tragique. Mais même la mort n'a pas suffi à apaiser le chaos autour de son nom, tu sais. Comment ça? Quelques mois plus tard, à l'automne 92, la presse tabloïde commence à publier des rumeurs totalement fausses. Ah oui, ces fameuses rumeurs. Il affirmait que Benny Hill aurait été enterré avec d'immenses quantités de bijoux et d'or. N'importe quoi. Résultat immédiat de cette bêtise, des pilleurs de tombes s'introduisent dans le cimetière de Southampton en pleine nuit. Il creuse et profane sa sépulture. Ils fracturent son cercueil en cherchant ce trésor imaginaire. C'est affreux. Les autorités ont dû intervenir, refermer la tombe et couler par-dessus une immense dalle de béton massif d'une demi-tonne. Juste pour s'assurer que personne ne vienne plus jamais le déranger. C'est effrayant, mais cette dalle de béton est la métaphore parfaite de ce que le monde culturel a fait de son héritage ou pendant des décennies. L'enterrer, le sceller, s'assurer que rien ne puisse en ressortir pour ne plus avoir à affronter la gêne que ça procurait. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? C'est la grande question. C'est fascinant de voir que son héritage commence tout juste à être réévalué. Après un bannissement total des grandes chaînes britanniques, il a doucement refait son apparition récemment. Sur la chaîne du câble That's TV au Royaume-Uni. Certains nouveaux critiques essaient de séparer le côté problématique de l'époque pour n'étudier que le génie pur du burlesque et de la technique visuelle. L'histoire de Benny Hill, c'est la preuve la plus spectaculaire qu'en matière de culture, rien n'est jamais figé en fait. C'est clair. Tu peux avoir 21 millions de personnes qui rient avec toi le lundi et devenir une figure honnée le mardi. Simplement parce que la plaque tectonique des valeurs sociales a bougé. Le succès et l'argent ne sont absolument pas des boucliers contre le changement des mentalités. Ce qui amène une réflexion finale que je trouve passionnante pour tous ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on regarde le paysage culturel d'aujourd'hui, Absolument. on a bien vu à quel point la comédie est intimement prisonnière des normes exactes de son époque. Ouais, Dès lors, est-il inévitable que l'humour que l'on considère aujourd'hui comme le plus brillant, le plus politiquement engagé et le plus progressiste subisse le même sort? c'est une vraie possibilité. On a toutes les raisons de se demander si, dans 40 ans, une nouvelle génération tombera sur le contenu massivement adulé de notre époque et le jugera soudainement inregardable, Toxique ou même profondément problématique. pour des raisons morales que notre société de 2026 est encore totalement incapable d'imaginer. Une question vertigineuse à garder en tête, ouais. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette plongée dans les archives et n'oubliez pas de garder l'esprit critique.